Bonjour, nous sommes le 30. Comment dire, le dimanche 30 mars 2025. Figurez-vous qu'on a eu du mauvais temps presque toute la journée, puis ce soir ça s'éclaircit. Bon, avec le décalage horaire, bon là, le décalage, le changement horaire, il est 6h30, bon, normalement il était 17h30, donc c'est encore tôt. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça, ce changement horaire aussi, voilà, quand on nous impose ça. Alors à un moment, ça nous déstructure un peu parce que on voit pas trop bien la raison de changer comme ça, de perturber les gens. Mais bon, ça fait partie des incohérences de ce monde. On n'en est plus à une près, vous me direz. Ça n'a plus de sens. On fait des choses qui n'ont aucun sens. On s'y oblige. Donc on décide de changer l'heure comme ça. Voilà. Bon. Et puis on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés de ces questions-là, qui sont incapables d'améliorer la vie des gens parce que ça perturbe fatalement. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Au début, c'était soi-disant pour faire des économies d'énergie. Il faut être vraiment bête pour imaginer des choses, des raisons aussi stupides. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, il y a un fil que je... n'ai pas vu qu'il y avait un fil comme ça, là. Donc voilà, on est encore tranquille, c'est dimanche. Bon, on semble qu'il n'y a pas grand monde qui se promène. Et puis on continue notre chemin. Alors bienvenue, comme je dis à chaque fois, et là je le redis parce que comme il y a des nouveaux abonnés qui nous rejoignent, bah, il faut les saluer comme si on les accueillait dans un groupe, dans une communauté, une petite communauté de 50 000 personnes. Ça fait une ville correcte, 50 000 personnes. 50 000, vous voyez pas ce qu'on pourrait faire? Ça serait intéressant, 50 000 abonnés, ça fait 50 000 personnes. Je me dis, il y a 50 000 personnes, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Si on est d'accord sur l'essentiel, ça serait déjà, vous vous rendez compte? Ça serait déjà, ça serait intéressant, on pourrait faire des choses intéressantes à 50 000. À 50 000, on peut envisager de faire des choses intéressantes. Mais sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à changer les choses? Sommes-nous prêts à renverser la table? Sommes-nous prêts à changer de logiciel? Sommes-nous prêts à nous-mêmes changer pour que cette société change? C'est ça le souci. Est-ce qu'on est prêt à faire la mutation? Parce que là, là on est à la croisée des chemins. Soit il se passe quelque chose et tout est renversé, soit il se passe rien, soit il se passe rien et puis on continue la descente en enfer. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas, là il n'y a plus à tortiller comme on dit. C'est soit l'un soit l'autre. Mais parce que là, on voit bien qu'on est, on arrive vraiment, on est comme dans une impasse, à tout point de vue. J'entendais des amis qui ont actuellement leur fille à l'hôpital, ils me disaient, bah, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique l'hôpital aujourd'hui. Au niveau des médecins, il n'y a plus de médecins, c'est des internes, c'est tous des Suédois. ça devient catastrophique. Alors il reste encore quelques bons établissements réputés, donc on note,
on, on s'assure que si nous avons un problème, on puisse être tombé entre de bonnes mains, mais ça devient de plus en plus compliqué. On a affaire à beaucoup de gens dont on a pas tellement confiance concernant leurs études, leur qualité, etc. Et oui, il s'est produit un tsunami dans le monde médical. Dernièrement, j'avais un ami médecin, 80 ans, qui me disait « Tu ne peux pas te rendre compte, François, tu n'es pas dedans, mais la médecine, c'est devenu catastrophique. » Catastrophique. Il n'a pas développé, il n'a pas... Je me doute bien, si peu que j'ai été, moi, à l'hôpital, c'était catastrophique. Alors, je sais, tous ces petits hôpitaux de province, vous savez, c'est une catastrophe. Hein. Moi, j'avais eu un problème urinaire, j'avais vu un neurologue. Voilà, quoi, je suis reparti en courant, quoi, carrément. Le mec est roumain, il dit 3 mots de français. C'est la cata totale, quoi. Tu sens que le type, il va t'opérer pour se taper 3-4 000 balles, j'en sais rien. Tu sens qu'il y a toute une chose qui compte pour lui, c'est de gagner du fric. Et on n'a rien à faire, tu vois, le blanc-bec, que tu te fasses charcuter, tout ça. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il te charcute la prostate et basta. Après, t'es un continent, je ne sais quoi, et le gars, il en a rien à branler. Tu sens bien que t'es pris dans des tenailles. T'as qu'une envie, c'est de fuir. Ça fout les jetons. Ouais, ça fait flipper. Mais c'est pas tous pareil. Il y a encore des bons établissements. Donc, tant mieux. Tant mieux. Il y en a encore quelques-uns qui tiennent la route. Tant mieux. Là, je vois mon père, il a été correctement soigné du côté de Rouen. Il est pas mal tombé. Il a été dans plusieurs services enfin, ouais, il a eu, comme on dit, on a eu de la chance. Il est tombé sur un bon médecin. Il a été correctement suivi. Mais on est assez gâté en Normandie encore. Il y a pas, ça dépend des coins, mais là, autour de Rouen, tout ça, il y a pas mal d'établissements, pas mal de médecins réputés. Il y a encore un fond qualitatif là. Ça dépend des régions où vous êtes. Des régions, c'est le désert total. Mais ça, c'est un exemple. Et puis ensuite, vous prenez la police, c'est pareil. Vous prenez la justice. N'en parlons pas, on en a parlé déjà. Vous savez, c'est l'éducation. L'éducation, les écoles, le niveau est terriblement bas. Il y a un embrigadement des enfants qui est dès la maternelle. Et donc, vous êtes pris dans des griffes. Quand vous pensez comme on pense, quand vous pensez avec notre mentalité, eh bien, où que tu te tournes, tu es pris comme dans une tenaille parce que tu es coincé de partout. Tu n'arrives plus à avoir un environnement qui te convienne, c'est-à-dire un environnement sérieux. C'est comme trouver un artisan sérieux, vous savez, vous achetez une maison, c'est bien gentil, vous achètes une maison, mais aussitôt que tu as des réparations, c'est la croix à la bannière pour trouver l'artisan, un couvreur. Il n'y a plus de couvreur, il y a des régions où c'est dur de trouver un couvreur. Donc tu as un problème de fuite à ton toit, c'est un problème. Ils se déplaceront que si ça vaut le coup, sinon personne ne se déplace. Tu appelles tel artisan, ils sont tellement débordés, les bons sont tellement pris et débordés que tu es content, tu regardes même pas le prix, tu es content qu'ils viennent te dépanner chez toi, si t'es pas toi-même bricoleur et que c'est pas de démerder en plomberie, en électricité et tout, bah c'est la grosse galère. Notre société est devenue très insécure, comment dire, très fragile, insécuritaire. Je sais pas si ça se dit ça, insécurité, oui, insécuritaire. Oui. Vous voyez, c'est galère, quoi, c'est galère. Et je vois les régions où on est, là, des fois, c'est comme un bon garagiste. Quand tu as un bon garagiste honnête, tu as intérêt à le garder, parce que c'est rare aussi, sinon tu as des gars, ils t'arnaquent, quoi. Ils t'arnaquent, tu connais rien, ils t'arnaquent. Puis tout est comme ça, tout.
Tout est... Et puis, il te voit y arriver, toi, il voit ton profil, il dit, bah, celui-là, je vais pouvoir l'arnaquer. Donc, tu sais très bien comment ça fonctionne, tout ça. Et tu vas au restaurant, c'est pareil, il faut bien tomber, mais sinon, tu peux te faire arnaquer. Une fois, je suis allé dans un coin, là, une pizzeria, avec des amis. Bon, on s'en est sorti avec 50 balles. T'as l'impression que t'as payé pour tu vas dans une pizzeria, tu t'en sors pour 50 balles par personne. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout ça parce que tu as pris un apéritif, un dessert et puis un café, quoi. Ça folie, ça n'a pas de sens. Mais le dimanche, tu trouves rien. Puis je sais pas pourquoi. Ça n'a pas de sens. C'est le prix d'un grand restaurant quasiment. Tu dis, mais on va où là? Et tout est comme ça. Tout est. Tu te sens que tu te fais avoir de partout, quoi. Tu te fais arnaquer de partout, tu n'as plus confiance. Les gens sérieux sont de moins en moins. Il n'y a plus de confiance en nulle part. Les diagnostics sont approximatifs. Tu as du mal à avoir un bon diagnostic aujourd'hui. Tu as une maladie, tu as un truc. C'est compliqué. Et c'est tout comme ça. Je dis, c'est tous les secteurs qui sont touchés. Parce que on a perdu le goût du bon travail, du travail bien fait. On a perdu. Et comme ça s'est perdu, ben on n'a que de l'à peu près aujourd'hui, que de l'approximatif. Et c'est donc pénible de vivre dans une société où tu dois te méfier de tout le monde, où tu dois, bah oui, tu dois te méfier de tout le monde. Puis aussitôt que tu trouves un bon, bah évidemment tout le monde essaye de se le garder, tout le monde essaye de dire, ah j'en ai un là, il est bien. C'est la course, en ce moment au travail, à la personne sérieuse, bien consciencieuse. Alors ça c'est un problème, quoi. C'est un vrai sujet dans notre société d'avoir ça. Et par contre, paradoxalement, on augmente les normes, les obligations, les règles. Donc on monte le niveau au niveau des normes et on baisse le niveau au niveau du travail. Ça va pas. Donc ça devient impossible de respecter quoi que ce soit puisque tu n'as plus personne pour faire le travail qu'on exige de toi, pour répondre à des normes. On te met encore dans une injonction contradictoire, une impossibilité de répondre aux exigences d'une société, une société de plus en plus exigeante et de plus en plus médiocre, qui fournit dans un travail de plus en plus médiocre. Comment tu veux que ça marche? Ça ne peut pas marcher. On est pris dans des contradictions qui sont inconciliables. Alors voilà. Donc, comme je vous disais, on est à la croisée des chemins. On est dans une impasse et notre société va devoir choisir son destin. Collectivement, on doit aujourd'hui choisir ce que l'on fait. Est-ce qu'on continue sur ce chemin-là ou on décide de prendre notre destin en main et de dire bah ça y est, on s'arrête là, on arrête les frais, on arrête les conneries. Parce que c'est comme une société en roue libre. C'est comme si on était en roue libre dans une descente et qu'il y a le mur qui nous attend. Et qu'on a l'impression qu'on va se clasher demain dans le mur. Il n'y a personne pour freiner. Il n'y a personne pour stopper la machine infernale. Et on y va en chantant en plus. Ça fait longtemps que je l'ai constaté. Ça fait longtemps que je l'ai constaté, ça. Évidemment. Et c'est...
C'est une forme de contamination de l'âme. C'est comme s'il y avait un virus qui nous avait infectés et qui avait contaminé nos âmes. Et les âmes des hommes sont totalement corrompues par ce virus. Et tu sens que... Pourquoi tu es impuissant? Parce que par le raisonnement, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas convaincre. Tu ne peux pas... face à des gens qui sont atteints de cette maladie, qui ont l'esprit corrompu, qui ont l'âme corrompue, tu ne peux pas discuter. Tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas argumenter. Ces gens-là sont foutus. Ils sont corrompus, donc ils sont foutus. Ils ont l'esprit totalement corrompu. Donc tu ne peux même pas... Tu peux pas leur expliquer, c'est pas possible. Ça y est, la porte est fermée, ils sont foutus. Donc il va y avoir certainement une forme d'épuration naturelle, c'est-à-dire que ces gens vont disparaître, vont finir par s'éliminer parce que leur principe, c'est un principe mortel, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la mort, ils ont choisi la dégradation, ils ont choisi le chaos. Donc fatalement, c'est un principe mortel et ils vont eux-mêmes générer leur propre fin, leur propre déclin. C'est la logique de ce virus qui cherche à détruire, bien entendu. En détruisant l'individu, il détruit la société, il détruit la cellule familiale, il détruit tout ce qui structure une société équilibrée. Et en détruisant ainsi toute la structure qui s'équilibrait, eh bien, il arrive à atteindre son but, c'est-à-dire l'éradication totale de l'homme habité, de l'homme humain, de l'homme habité par une âme. C'est comme ça qu'il procède. Et nous sommes désarmés nous sommes un peu désarmés face à cette adversité, parce que c'est une adversité sournoise. C'est pas une adversité frontale comme s'il y avait deux camps qui s'opposaient. C'est une adversité sournoise qui traverse tous les camps politiques, qui traverse toutes les classes sociales, qui traverse les classes d'âge, etc. Qui traverse les générations. Donc notre difficulté, elle est là, elle est d'avoir le discernement pour savoir où se loge vraiment l'adversaire. L'adversaire, en plus, c'est quelqu'un dont on a pitié parce que c'est quelqu'un qui est atteint, qui est corrompu par un virus. Et ce virus, tu te dis, c'est triste. Tu vois que la personne, elle est corrompue de l'intérieur, elle est brisée et même affectée. Mais tu as presque même une certaine peine pour elle parce que tu dis, elle est aveuglée. Et tu la vois courir vers sa perte. Et tu ne peux pas la sauver parce qu'elle est déjà corrompue, atteinte par ce virus. Donc tu ne peux pas la sauver. Donc tu as la double contrainte, celle de devoir t'en protéger, voire de l'éliminer, et d'autre part, d'avoir envie de la sauver. De lui dire, non, c'est pour toi que je fais ça, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Mais cette personne-là, atteinte de ce virus, est ton adversaire, c'est elle qui te menace après. Elle te menace, elle devient... toutes ces personnes qui deviennent hystériques, qui deviennent violents et fous, ils sont persuadés de faire le bien, les progressistes et tout. Ils sont persuadés de faire le bien et ils ont ce complexe de supériorité qui... je vois les arbres en fleurs, là, c'est joli, je vais vous faire voir. Elle est belle cette allée. Et c'est pour ça que des fois j'ai des témoignages de mères ou de parents qui sont désespérés parce que leurs enfants, ou l'inverse, où c'est les enfants qui sont désespérés par leurs parents, parce qu'ils voient qu'ils sont aveuglés, ils sont devenus aveugles
C'est comme si nos propres parents ou nos enfants étaient touchés par une épidémie, par un virus, qui est un virus qui les transforme en zombies. Et ces mêmes zombies, c'est comme dans Walking Dead, ils se retournent contre nous, ils deviennent dangereux. Donc on est traversé par deux sentiments, celui de nous protéger d'eux, mais en même temps par l'amour qu'on a pour eux, parce qu'on voudrait les sauver. Et on ne peut pas les sauver. C'est comme dans les films de zombies, vous savez, t'as ton parent ou ta mère qui est infectée, puis après elle veut bondir sur toi pour te bouffer et te contaminer. Donc toi, tu es partagé entre un sentiment d'amour pour elle et en même temps un sentiment de rejet, parce que si tu l'aimes, tu te tues toi-même et tu t'élimines et tu perds ton âme. Donc en même temps, tu dois t'en défendre et c'est très difficile cette double contrainte, parce que d'une part, t'as pitié de la personne parce qu'elle appartient à ton groupe familial, mais même si c'est une autre personne, tu dis c'est quand même dommage qu'elle soit aussi aveuglée, tu veux la sauver, c'est pour ça que des fois tu essaies de convaincre, de la convaincre de ton affaire, parce que tu dis j'aimerais qu'elle soit consciente du mal qu'elle se fait et qu'elle fait aux autres. Mais tu ne peux pas la convaincre par des mots, parce que ce virus, il n'y a pas l'antidote. Et une fois que la personne est touchée, tu ne peux plus la sauver. Et donc, du coup, à part quelques-uns, mais c'est rare. Et donc, du coup, toi, tu es contraint de te protéger de la personne que tu aimes. C'est ce qui se passe des fois dans les conflits interfamiliaux. C'est une double souffrance, en fait. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Nous, on voit les choses, on les voit, on les constate, ça nous paraît évident, ça nous paraît clair, évident. C'est comme si on avait... la personne atteinte par le virus ne voit pas la même chose que nous. Elle est aveuglée, elle a un filtre qui lui empêche de voir la réalité. Et c'est là qu'elle te dit, t'es pessimiste, t'es dépressif, parce qu'elle ne voit pas. Elle est dans un bain d'illusion. Et elle est contaminée par une illusion. Alors que la lucidité, le constat, il est là, on peut le faire. On peut constater les choses, on peut les regarder en face et faire un inventaire de la situation. Mais vous verrez, les gens qui sont infectés par ce virus, ils refusent le réel, ils refusent le constat. Et donc, comme ils refusent le constat, ils se réfugient dans un truc, une forme de fantasme illusoire qui les berne. Ils sont bernés de tout et de partout. Ils n'arrivent pas à intégrer la réalité. Et donc, ils vont nier jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, ils vont nier la réalité. Mais ils iront mourir, par contre. Ils vont mourir tout en niant la vérité. Et jusqu'à la fin. Il n'y a pas chez eux une lumière qui va les réveiller, qui va les illuminer sur la réalité, sur les causes de leur processus destructeur. Parce que ces gens-là s'autodétruisent en général aussi. Il y a un phénomène d'autodestruction chez ces personnes-là. Curieusement aussi, parce que le fond est morbide, il n'y a pas de problème, il y a un fond morbide, c'est un fond ténébreux. C'est une contamination, ou une malédiction, ou une possession, vous appelez ça comme on veut, une possession collective aussi. Pour moi, on joue avec les mots, là. Ça veut tout dire la même chose. C'est pour ça que débattre, comme j'en vois certains qui font des débats, ça sert à rien. Ça sert à rien. Soit tu vois pas, mais il n'y a pas à débattre. Parce que les éléments sont là. C'est pas une question d'idées. C'est pas une question vous voyez, c'est pas une question d'avoir. C'est pas une histoire d'opinion. C'est simplement un constat. Tu constates les choses et tu dis ce que tu vois. Mais t'as pas d'intention derrière, si ce n'est que de décrire la vérité, la réalité de notre condition, la réalité d'une situation, la réalité d'un contexte, la réalité d'une société. Et ça, c'est vraiment difficile, quoi, très difficile.
Et pour que quelque chose change, eh bien, il faudrait qu'on élimine ce fameux virus qui rend aveugle les gens, quoi. Parce que si tout le monde, si on regarde les choses et qu'on les constate, il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. On devrait être tous d'accord. Il y a des choses qui sont faciles à constater, à vérifier. Il n'y a pas besoin, vous voyez, d'être trop intelligent pour ça. Eh bien, ça semble être compliqué pour beaucoup. Et nous, en France, on est gratiné au niveau de cette corruption mentale dans laquelle on est pris. On est gratiné. Hein. Il n'y a pas énormément de gens qui sont conscients. Beaucoup de gens vivent sur des illusions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ça conduit à... Puis on s'est laissé berner par beaucoup de... On a laissé le pouvoir à des gens dont on n'aurait pas dû leur laisser le pouvoir. Parce qu'il y a des apprentis sorciers qui, bien conscients de ce qu'ils ont fait, continuent à dézinguer le système. Ils se réjouissent de tout dézinguer. Oui, il y a une volonté maléfique de certaines personnes pour justement amplifier les dégâts. Au lieu de les réparer, ils les amplifient. Et ces gens-là ont beaucoup de pouvoir, comme Attali, comme BHL, comme toute cette clique qui œuvre depuis des années pour détruire notre société, détruire le monde. Ce sont des êtres maudits. C'est des êtres absolument mauvais, quoi. Fondamentalement mauvais. Bah, eux, ils ont œuvré énormément. Hein. Et on le voit. On le voit, les personnages comme ça dans la société qui ont fait du mal. Et parfois même, ces gens qui ont fait autant de mal, on les porte sur des autels, on les met sur des comment dire, on en fait des statues, quoi. On les panthéonise, je dirais. Et surtout, c'est curieux, les gens qui ont fait beaucoup de mal pour la France, après on en fait des êtres, surtout des êtres supérieurs, quoi. Alors qu'ils ont détruit, hein. Ils ont participé à la destruction de la France, quoi. La France est une entité qui aurait dû être une forme de modèle, qui aurait pu être une forme de modèle pour le monde. Elle aurait pu, parce qu'elle avait des attributs qui lui permettaient d'une certaine manière de faire évoluer l'humanité, dans le bon sens, j'entends. C'est en cela qu'on défend l'âme de la France, pas pour autre chose. C'est pas pour sa gastronomie, c'est pas pour tout ça, c'est pas pour sa langue forcément, mais tout ça contribuait à une forme de processus d'élévation. Vous savez, il faut beaucoup de temps pour qu'une humanité évolue, change et ouvre sa conscience vers quelque chose d'autre. La France était un territoire qui avait des particularités qui lui permettaient de fabriquer cette alchimie curieuse qui consiste à transformer l'humain en quelque chose d'autre, de procéder à cette métamorphose dont je parle tout le temps. De toute façon, ça revient sans arrêt parce que je ne vois que cela nous sommes des êtres en métamorphose, nous sommes des êtres en devenir, nous ne pouvons pas en rester là, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, comme je vous disais, on reste dans la boucle, on reste dans ce cercle infini, alors qu'en réalité notre processus évolutionnaire devrait nous conduire à autre chose, à dépasser, si vous voulez,
les limites dans lesquelles on nous a enfermés malheureusement. Et la terre de France était, je pense quand on dit que la France est fille aînée de l'Église, derrière ça, il faut les voir autre chose. Il faut les voir qu'elle avait en elle une vocation spirituelle. Mais la vocation spirituelle, c'est une vocation plus alchimique qu'autre chose, quoi. C'est pas dire son chapelet tous les jours, vous voyez, c'est pas ça. C'est pas une sorte de piété superstitieuse. C'est bien plus profond que ça et plus efficace. Il s'agissait de transformer l'homme, de le transformer et de le métamorphoser. Et ça, aujourd'hui, parler comme ça, c'est comme si tu parlais, c'est comme si tu étais un extraterrestre. Ce que je vous dis là, il n'y a plus personne qui le dit, ça. Plus personne. Il n'y a plus personne qui est capable de dire ça, de comprendre ça, d'entrevoir ça. Parce que en soi, c'est pas un drame, ça serait pas un drame que notre peuple s'éteigne, ça serait pas un drame que la France devienne une forme de pays sous-développé comme tous ces pays du sud du Maghreb là qui sont à la ramasse. C'est pas un problème. En soi, ça serait pas un problème. Mais ça l'est parce que la France, c'est un creuset particulier. La terre de France, ou la France, est un pays très particulier par rapport à ses énergies. Il y a des énergies particulières qui composent son sol et qui permettent ce genre de choses. C'est une forme de combinaison d'énergie qui peut-être participer à cette transformation. C'est d'où vient la vocation que l'on dit universelle de la France. Ça vient de sa terre, ça vient de son énergie. C'est ça le fond du problème. Et c'est pour ça que c'est important de se battre comme on peut, en tous les cas autant que l'on peut, pour défendre cette France. Pas les Français en soi, on n'en a rien à foutre des Français. Les Français, la moitié sont cons, on le sait, on les connaît, il n'y a pas à défendre les petits franchouillards, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est de défendre les ressources énergétiques de cette terre qui sont certainement particulières par rapport, qu'il n'y a pas ailleurs, qu'il n'y a pas dans d'autres pays. C'est en cela que le pays a en soi quelque chose. Et c'est pour ça que la France est la cible conjuguée de toutes les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu en France qu'il n'y a pas ailleurs. Vous avez des pays qui sont beaucoup moins attaqués que nous, sur le plan spirituel, j'entends. Mais la France est vraiment là où les forces du mal sont présentes parce que ils y puisent ce que pourraient puiser les sources du bien. Elles veulent profiter de ces énergies, alors qu'en réalité, elles sont faites pour justement apporter le bien. Mais si la France est attaquée autant attaquée, c'est parce que pourquoi on cherche à attaquer ce cœur? Parce que justement, il est la clé d'une certaine forme d'évolution de l'humanité. Ça paraît débile de parler comme ça, mais il y a un enjeu en France qu'il n'y a pas ailleurs. Et nous qui sommes français, on défend pas notre ethnie. Je veux dire, on n'est pas là à dire je suis fier d'être français, ça n'a pas de sens. On est là simplement pour essayer d'être fidèle et de défendre inconsciemment la terre dont on sait dont on a une responsabilité. On a une responsabilité par rapport à cette terre. Mais on le sait inconsciemment que c'est important. Mais on ne défend pas ce que nous sommes, nous, Français. On a plein de défauts. Je veux dire, il n'y a pas à défendre notre côté fanfaron, notre côté orgueilleux, notre côté insupportable des fois aussi. Tout ça aussi, c'est lié à la terre. Si on est comme ça, c'est que la terre nous a fait comme ça. C'est des déformations qu'on a. C'est pour ça que je m'en fous, moi, du français, si vous voulez, c'est pas la question. C'est la terre qui est importante. C'est ce que disent. Et pour ça, il faut avoir des gardiens qui la protègent. Il y a besoin d'avoir des gens capables d'une part, d'entretenir ce feu sacré qui est dans la terre,
Et c'est pour ça que De Villiers a ça. C'est comme un grand prêtre, si vous voulez. Il a inconsciemment, il est dans la nostalgie, mais inconsciemment, il a perçu la magie de la France, qu'elle enfermait en elle-même. Il l'a perçu. Il l'exprime avec ses mots, il l'exprime avec sa matière, avec son éducation, avec sa croyance, mais il a perçu ça. C'est le plus important. Après, je dirais que quelle que soit la couleur culturelle qu'on donne à ça, ça n'a pas tellement d'importance. Le tout, c'est de bien comprendre ce que renferme cette terre. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que vous avez des personnes étrangères qui ont compris ça, mais qui l'ont pas conscientisé, qui l'ont pas formulé comme je vous le formule, mais qui l'ont compris intérieurement. Et c'est pour ça que ces gens étrangers qui ont compris la nature de la France sont encore plus virulents pour la défendre, parce qu'ils ont, eux qui viennent d'ailleurs, ont compris la qualité particulière de la France, ce qu'elle renferme, ce qu'elle a dans son cœur. Et vous avez aujourd'hui, ce que j'ai déjà dit, vous avez des Français d'origine étrangère qui sont beaucoup plus vaillants et beaucoup plus combattants pour défendre la France que des Français, qui eux sont tellement habitués ou sont dedans qu'ils n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de la richesse de cette terre parce qu'ils sont nés dessus. Mais ceux qui viennent de l'étranger, qui ont compris ça, sont beaucoup plus conscients de cette valeur-là. Et donc c'est de ça dont on parle. Parce que normalement, la terre de France devrait être une terre d'excellence. C'est pour ça que moi, je suis très triste quand je vois l'état déplorable dans lequel on est, parce que normalement, ça devrait être une terre d'excellence. Tous les métiers, je dis bien tout, intégralement tous les métiers d'art, tous les métiers qui étaient faits en France avaient une réputation mondiale. Pourquoi? Parce que c'est une terre d'excellence. C'est-à-dire que là, vous avez les meilleurs fabricants de telle chose, vous avez les meilleurs artisans dans tel domaine, vous avez les meilleurs producteurs, vous avez la meilleure bouffe, vous avez normalement les meilleurs tissus, vous aviez les meilleurs cuirs, vous aviez tout. Quand vous regardez chaque secteur d'industriel ou chaque secteur manufacturier, vous aviez de l'excellence partout. Que ce soit dans les domaines de la céramique, tous les trucs auxquels je me suis un peu intéressé, en France, il y a toujours eu de l'excellence. Et c'était reconnu dans le monde, hein. Je vous dis pas n'importe quoi, mais c'est pas les Français, c'est la terre qui a fabriqué les Français. C'est le fait d'être né en France qui nous a fabriqués comme ça. Et donc c'est pour ça que notre responsabilité aujourd'hui, elle est surnaturelle, parce que on doit, si vous voulez, défendre quelque chose qui nous dépasse totalement. Et l'honneur que l'on a, c'est de se battre jusqu'à la mort pour défendre ça, parce que il y a quelque chose à défendre ici même, dans le sol. Et cette chose qu'on doit défendre, elle nous dépasse. Elle dépasse notre vie. Notre vie n'est qu'un processus éphémère qui est là juste pour essayer de défendre, de comprendre ça et de le faire partager. C'est donc le but profond de mes vidéos, de ma chaîne, c'est uniquement ça. C'est d'essayer de faire le lien entre la politique, parce qu'on en parle, mais c'est pas... Parce que ça, non, c'est... Parce que dans l'enjeu dans lequel on est, la partie politique intervient aussi, on ne peut pas la nier. Et donc il y a le lien entre la politique et la destination d'un pays qui est extrêmement menacé, c'est-à-dire sa vocation spirituelle, sa vocation légendaire, sa vocation qui est d'ordre surnaturel, avec le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire dans l'espace-temps particulier dans lequel on est, il y a une menace particulière qui pèse sur cette terre. Et ce contexte-là, il est très important
que nous soyons actifs dedans. Il n'est pas impossible que nous soyons nous-mêmes aidés, que les forces qui sont dans cette terre nous aident, participent. Parce que si on est seul, on est là, on est mort d'avance, quoi. Tellement l'adversité est énorme. Mais comme on a des forces qui sont là sous terre, qui sont dans cette terre, qui sont là pour nous soutenir dans notre combat, peut-être qu'on peut réaliser justement des miracles. Peut-être, je dis bien, peut-être. Face à quelque chose qui est fort compromis. Bonjour. Laisse passer. Il y a un blanc. Les gens disent qu'il parle tout seul devant son écran, ça fait un peu extraterrestre là. Et donc voilà l'enjeu. Alors en arriver là, en arriver à ce genre de propos, ça paraît totalement uluberlu, hein. Ça paraît totalement là, dire ça comme ça directement aux gens sans les préparer, vous passez pour un dingue. Et pourtant, ce que je vous dis, c'est très profond, c'est très juste, en tous les cas, c'est juste pour moi, mais je le sens comme quelque chose de très important à saisir. Je ne pense pas que les gens qui sont abonnés à ma chaîne soient indifférents à ce que je vous propose comme principe. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que parmi mes abonnés, parmi les gens qui me suivent, il y en a qui, bien sûr, ils habillent ça avec leur culture, ils habillent ça avec la religion, ils habillent ça avec les croyances. Mais au fond, derrière cet habillage culturel, cet habillage identitaire, la raison profonde est encore autre. Il l'exprime pas parce que s'il n'y a plus les mots derrière, vous savez, on n'a plus les ingrédients pour déterminer ce dont il s'agit. Mais au-delà de la religion, au-delà de notre foi, au-delà de la chrétienté, au-delà de tout ça, il y a cette puissance qui est dans notre terre, sur notre terre, qui est dedans, et qui est très importante comme facteur évolutif pour la conscience humaine. Je ne peux pas dire les choses mieux, vous voyez, je ne peux pas les exprimer mieux que ça. Alors on va finir sur ce principe, et puis on va se retrouver peut-être demain, on verra. Je vous souhaite en tous les cas une bonne fin de dimanche, hein, parce que là, ça va courir à sa fin. On va écouter les petits oiseaux, là en ce moment on entend les oiseaux, c'est un véritable concert. Surtout dans le coin où je suis, il y a énormément d'oiseaux. Il y a encore un petit microcosme là qui est favorable à la comment dire, je sais plus comment, je cherche le mot, je sais plus. Je vous souhaite une bonne soirée en tous les cas, je retrouverai le beau demain, à bientôt. À la biodiversité, voilà. Oh là là. La biodiversité, encore un mot de beau mot.
Be